une production du Studio SF. Bonjour! Salut! Bonjour tout le monde, bonjour à la maison. Dans un épisode qui m'excite énormément de tourner. Donc aujourd'hui, on va faire un masterclass. On va retourner sur les bancs d'école et on va apprendre. Donc sortez vos papiers, vos crayons. On se lance dans un des sujets qui m'excite le plus ces temps-ci, en tant qu'entrepreneur, en tant que passionné du web. J'ai toujours été une fan de SEO, Search Engine Optimization. Donc, si, par exemple, on Google « boîte repas », que Cookit arrive en premier, je lance un exemple comme ça au hasard. Et là, maintenant, où on fait tous nos recherches, ben, c'est sur des outils d'intelligence artificielle comme des ChatGPT, des Claude, des Grok de ce monde. Et comment on fait ressortir son entreprise, ses produits, ses services, son contenu sur ces bébites-là. C'est quelque chose que, même si je m'éduque énormément sur le sujet, avant de tomber sur vous deux, j'avais pas de réponse claire et précise. Et c'est ça. Même si je m'éduque beaucoup sur le sujet, que je follow beaucoup de gens, mettons, juste sur mes pages sociales, d'entrepreneurs, d'experts en intelligence artificielle, parce que, justement, je me suis auto-formée beaucoup et j'avais de la misère à trouver mes solutions. Et là, vous êtes l'incarnation, je trouve, de si la porte est fermée, on va passer par la fenêtre. Merci. On prend comme un compliment. Donc, Kelly, qui est avec nous aussi, mais que vous ne voyez pas nécessairement à la maison, m'a écrit, m'a parlé de vous. J'étais comme, ben non, je ne peux pas rencontrer tout le monde, je m'excuse. Fait comme de facto, je dis pas mal non à beaucoup de monde. Et là, on m'a relancée. Puis là, je me dis, hey, mais tu sais, en final, je suis allée voir votre site web, puis je me suis dit, mais c'est ça. Et c'est les experts en intelligence artificielle, en SEO, GEO. Donc, c'est une masterclass aujourd'hui qui va être un petit peu plus niche. Mais je pense que tout entrepreneur, tout marketeur, même les autres fonctions autour, les gens de finance, mais tu sais, j'ai pas l'impression que c'est une expertise qui s'adresse uniquement aux entrepreneurs, aux marketeurs. J'ai comme l'impression que c'est du bon public knowledge à avoir, mais on est quand même dans du contenu plus niché. Donc, je suis très contente de recevoir aujourd'hui Marie et Francis de SiteGrow. Bonjour vous deux. Salut. Mais on est bien contents de te voir en vrai. Oui, merci aussi de l'invitation puis de nous permettre de participer à cette tribune-là. Bien, moi, je trouve ça exceptionnel parce qu'en fait, on a fait un meeting. Vous avez fait un audit de moi, du balado, de moi en tant que conférencière, donc du site judithfetzer.com. Et quand on est arrivé en meeting, en fait, vous m'avez présenté l'audit de où est-ce que je rankais, puis c'était quoi les opportunités. Et là, vous m'avez éduqué sur le sujet et je me suis dit, ben là, je peux pas gatekeeper cette information-là. Je me dois de partager ça avec ma gang pour qu'on apprenne tous ensemble. Fait que je suis vraiment contente. Fait que j'aime beaucoup tes notes, Marie. Parce que comme tu dis, peu importe la qualité du service, si personne ne vous trouve sur Google et maintenant sur l'IA, c'est comme avoir le plus beau magasin dans le désert. Fait que chez SiteGrow, vous faites quoi? Petit elevator pitch. Ah, mon Dieu, qui le fait, toi, moi? Oh, ben, moi, je dirais, je vendais du SEO il y a 12 ans chez Page Jaune. J'ai une carrière en vente, moi, de 20 ans avant de faire du SEO, mais j'en ai vendu avant d'en faire. Puis le magasin dans le désert, c'est une analogie que déjà on utilisait. Puis je trouve que l'avènement du GEO, ça donne vraiment ça redonne les lettres de noblesse au SEO parce que on n'entendait plus trop parler. C'était beaucoup le search marketing qui était mis de l'avant. Les gens payaient pour des ads. Puis là, on dirait qu'il y a comme un revirement dans le marché où est-ce que les gens sont un petit peu tannés de louer leur espace
sur les différents moteurs de recherche, puis maintenant, ils veulent que ça leur appartienne. Puis c'est ça que ça permet, le SEO, puis aussi le GEO, c'est de t'approprier un actif numérique qui va être là pour tout le temps, qui va toujours t'appartenir, puis qui va donner de la valeur à ton entreprise. Définitivement. C'est drôle parce qu'avant de tourner avec vous, on avait François Lambert, puis François Lambert, lui, me disait à quel point il avait investi énormément de temps dans le SEO. Et que pour l'instant, dans le GEO, c'est encore quelque chose qu'il n'avait pas commencé à adresser. J'ai l'impression que justement, c'est la situation de beaucoup d'entrepreneurs de business. Mais moi, j'avais pas l'impression que le SEO avait perdu de noblesse. Ouais. Oui, ben on entendait moins parler. Les gens, on dirait qu'ils le mettaient moins de l'avant, mais je sais pas si c'est parce que depuis qu'on est dans le domaine un peu plus puis qu'on met ça de l'avant, mais on a vraiment l'impression là, d'avoir un oasis dans le désert puis que le monde, c'est ça qu'ils veulent en ce moment. Puis, ben c'est même pas qu'on a été opportuniste, en fait, c'est qu'on a commencé SiteGrow puis on dirait que les gens étaient comme, c'est exactement ce qu'on a besoin. Tu sais, la preuve, l'anecdote, c'est que quand t'as approché, tu nous as envoyé, je pense, ton note, là, où est-ce que tu t'es déposé dans tes vacances. Je veux savoir comment ça se fait que j'apparais pas dans les différents AI. Fait que, tu sais, preuve que tu te posais la question, là, c'est vraiment dans l'air du temps. Ben oui, parce que même, admettons, moi, je me sers de ChatGPT sur beaucoup de choses dans ma vie, mais juste quand je me disais, bon, qui je devrais inviter au podcast? Tu sais, les premiers drafts que j'ai faits, les premiers brainstorms que j'ai faits, ben, je les ai mis dans ChatGPT puis j'ai regardé ce qui sortait. Puis c'est quand même drôle, justement, de voir les noms qui ressortent, puis comme... Tu sais, t'es comme, ouais, mais justement parce que, tu sais, le contenu n'est pas encore classé dans l'ordre normal des choses, admettons. Ouais, ça va évoluer encore dans le temps. Là. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui sera peut-être pas ce qu'on voit dans 6 mois, dans 1 an, mais c'est d'être présent là puis de suivre cette courbe-là. Comme le SEO, quand ça a commencé, puis les premiers sites web, ben ceux qui ont suivi cette parade-là, ils ont gagné des positions puis ont été durs à déloger. C'est la même chose, moi, je pense, en GEO. Oui, quand tu embarques dans la parade en premier, tu vas quand même avoir une certaine longueur d'avance. Je pense que Google lui-même et les différents moteurs AI sont en train de décider eux-mêmes qu'est-ce qui rank et qu'est-ce qui rank pas. Mais juste pour donner le meilleur exemple, Reddit avant, qui était, je pense, en 68e position des sites les plus présentés par Google, est maintenant en 5e position. Fait que c'est juste pour dire que des moteurs de recherche avant ou des moteurs de discussion qui avant étaient comme pas ignorés, mais vraiment dans une autre catégorie, commencent à prendre beaucoup d'importance. Fait que les gens qui étaient actifs là-dedans, qui étaient peut-être pas cités justement dans les SERP normales, dans les résultats de recherche de Google, bien maintenant, ont une chance. Puis même chose, quand c'est pas très compétitif puis que t'es très bon en SEO, t'es très fort en SEO, ça se peut aussi que tu sortes en GEO, mais là, c'est vraiment important de consolider puis de dire c'est quoi la stratégie. Il y a vraiment une stratégie à avoir pour les deux en parallèle, puis c'est là qu'on intervient. C'est quoi? Donc là, l'objectif de l'épisode, c'est de montrer concrètement comment on évalue et optimise les actifs numériques d'une entreprise, démystifier le SEO, la GEO et la performance web, avec des exemples réels et des conseils simples pour que les auditeurs puissent appliquer ces méthodes eux-mêmes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, la structure de l'épisode, c'est que, justement, vous allez nous éduquer collectivement, vous, en tant qu'expert numéro 1 de la GEO au Québec. Moi, j'ai décidé ça. Moi, je vous proclame. J'en avais pas trouvé d'autres. C'est ma décision. Vous pourrez le mettre sur le site web. Merci. Et on va m'utiliser un peu, moi, comme... cobaye. Comme cobaye. Puis, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que ça va se poursuivre, cette collaboration-là, sur quelques semaines. Parce qu'évidemment, si on fait un audit, bien là, on veut démontrer et on veut éduquer aussi les gens. Puis on veut démontrer votre skill set, on va se le dire. Ouais. Mais on veut... Puis moi, j'aimais ça, l'idée de vous challenger. Oh. Donc, on tourne. Premier épisode, on est le 3 septembre. 3 septembre. Et donc là, on va se tourner un autre épisode dans 6 semaines, qu'on s'était dit? Oui, on s'était dit 6 semaines. On a un autre site web à faire entre-temps aussi. Oui, c'est ça. Mais on va être rapide. Le défi est bon. Donc, à peu près 6-7 semaines, 6-7-8 semaines, peut-être 2 mois. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un audit que vous allez
partager avec les auditeurs les opportunités d'amélioration, qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement faire. Et ensuite de ça, on embarque sur le projet et pendant 8 semaines, même les gens pourront suivre sur mes plateformes numériques, sur vos plateformes numériques, ils pourront suivre le développement puis on va pouvoir montrer un peu ce qu'on fait à toutes les semaines. Et dans 8 semaines, ben, on s'assoit puis on ouvre le champagne parce qu'on est rendu le podcast numéro 1 au Québec. Je suis rendue la conférencière numéro 1 au Québec. Et voilà. Yes, exactement. Moi, je pense... Non, mais le fait de partager dans le quotidien aussi, ça va permettre aux gens, parce qu'aujourd'hui, on va montrer certaines choses à faire, mais je pense que de nous suivre à chaque semaine, ça va permettre de voir, OK, ben des fois, on n'a pas les résultats le lendemain matin qu'on fait une action, c'est normal. Puis il faut s'adapter selon les réponses de ChatGPT ou de... Là, je dis ChatGPT parce que je veux pas nommer les 200 autres outils, mais l'intelligence artificielle puis Google, selon leur retour à eux, on va pouvoir adapter la stratégie. C'est pas une stratégie qui fonctionne à tous les coups, c'est plus une adaptation selon le milieu, le marché, l'offre, la compétition aussi. Là, c'est quand même super itératif aussi, le SEO puis le GEO. C'est une recette, mais c'est pas la même recette qui fonctionne pour tout le monde. Fait que ça, c'est important de le savoir. Puis, tu sais, pour les auditeurs qui se demanderaient si on donne des outils qu'ils vont voir après l'épisode, c'est vraiment courant. Là. Ce qu'on a trouvé dans ton site, c'est pas parce que tu fais vraiment pas bien les choses que t'es la pire qu'on a vu, vraiment pas. C'est que souvent, malheureusement, les gens, je pense, sont overwhelmed. Ils ont beaucoup de choses à faire. Les gens, même de marketing, ils ont tellement de chapeaux à porter que le SEO, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à maîtriser toutes les facettes. Fait que oui, des fois, il y a des choses qui vont un petit peu mieux, des choses qui vont un petit peu moins bien. Puis comme tu disais, nous, de démocratiser ça pour tout le monde, que les gens puissent au moins être éduqués, puis après décider de le faire par eux-mêmes ou faire appel à des experts, peu importe. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait que les gens ressortent de l'épisode parce qu'on trouve ça super important de prendre en main son positionnement naturel quand tu as une entreprise. Quand on regarde la situation au Québec sur le web, est-ce que vous trouvez que les gens tirent bien leur épingle du jeu en GEO? Non. Non, malheureusement, au Québec, on est vraiment derrière ce qu'on voit, mettons, aux États-Unis, même au Canada anglais. Le travail serait encore plus difficile pour une compagnie américaine parce qu'ils font déjà beaucoup de bonnes pratiques. Ici, au Québec, tu sais, on a quand même beaucoup de clients. On n'a pas tombé sur un client qui était en norme, là, en fait, pour couvrir ça. Puis on parle de grosses entreprises comme des petites entreprises, mais on dirait que les gens prennent vraiment un site web comme une carte de visite, mais ils le prennent pas comme un vendeur un peu à temps plein, là, d'une certaine façon. Même les sites de e-com, que leur vocation, c'est pur et dur de driver du trafic, de convertir des gens puis de monétiser. Bien, pire que ça, un de nos premiers clients qu'on a acquis, c'était un site de e-com qui avait perdu son site web complètement suite à une refonte de site web. Fait que ça, c'est un autre fléau. On vient quand même du milieu des agences, puis souvent, les gens arrivent avec un budget pour refaire un site web, puis le budget passe 100% dans la refonte du site, puis après, il reste rien pour le positionnement, pour le contenu, puis le contenu, c'est quand même vraiment clé en SEO puis en GEO. Puis quand tu refais ton site web avec un contenu vraiment pauvre, ben veux pas, ben ton prochain site web, il va être plus beau, mais il sera pas plus fort en SEO ou en GEO. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans le marché, puis on a les deux côtés de la médaille. On a déjà été le côté inverse de la médaille, puis là, on vient pallier à qu'est-ce qu'on a trouvé qui était quand même un manque à gagner là, dans le marché des PME au Québec. Puis les entrepreneurs, les gens de marketing, c'est quoi les premières questions qu'ils vous posent quand ils vous croisent? Oui, c'est une bonne question. En fait, ils nous demandent si c'est quelque chose qu'ils vont devoir faire en continu ou si c'est un one-shot deal parce qu'ils sont souvent habitués d'avoir moi, j'ai refait mon site web, ça m'a coûté 50, 60 000, peu importe, puis je pensais que j'aurais des résultats. Ben non, c'est un travail en continu. C'est une question d'avoir une constance dans les actions. Tu le sais, Judith, avec tes réseaux sociaux, ben c'est une question de constance. Vu que tu fais du contenu souvent, vu que tu es là, tu es présente, ben tu as des résultats. Si tu faisais juste un post une fois de temps en temps, ben ça donnerait les résultats que ça donnerait. Fait que ça, c'est vraiment important. Mais moi, j'amène souvent une question avec Marie dans les premières rencontres. Je dis aux clients, c'est quoi que tu monitores comme mots-clés? C'est quoi les mots-clés que tu te positionnes ton organisation? C'est quoi que tu tracks comme une conversion? Puis habituellement, j'ai un silence l'autre bord de la table. Il y a vraiment des criquets, là. Puis c'est plate à constater, mais nous c'est pour ça qu'on est là puis qu'on veut justement démocratiser. On trouve ça important que les entrepreneurs, les gens de marketing, ils suivent les métriques, ils suivent les bonnes métriques, que ça soit mesuré, mesurable, qu'ils aient accès à leur rapport, qui est malheureusement pas tout le temps le cas non plus, soit parce qu'ils mesurent pas, parce qu'ils n'ont pas accès à ça, c'est leur agence qui a les clés, peu importe. Fait que nous, on veut vraiment venir redonner ça puis que les gens ils sachent qu'est-ce qui fonctionne pas, puis qu'on puisse prendre des actions concrètes pour le régler puis les positionner. Je viens d'avoir un flash, là, puis j'avais le goût de le partager aux gens à la maison qui nous écoutent. Un des meilleurs exemples, je trouve, en termes de SEO,
mettons, des 10-15 dernières années, là, c'est vraiment le site web de Ricardo, qui pour moi était une référence incroyable parce que Google, steak haché, croissant, n'importe quoi, n'importe quel mot-clé qui vient par rapport à l'alimentation, des fortes chances que tu tombes sur le site web de Ricardo. Et ça, j'ai invité Ricardo au balado, puis il a dit non. Faut travailler plus fort, puis ça m'intéresse beaucoup, ça. Je vais demander à Kelly de l'inviter. Kelly, mets-toi sur le téléphone, go! Et, mais justement, ça leur a tellement donné un avantage concurrentiel que je sais pas si c'est le magazine qui est arrivé avant ou la présence sur le web ou je sais que c'est le SEO qui est arrivé avant la boutique en ligne, avant la boutique physique, puis avant l'exit, mais pour eux, c'est devenu pivot dans l'histoire de Ricardo. Bien, c'est une histoire de contenu, puis c'est là quand on dit un actif numérique, puis l'accumulation du contenu, c'est là qui vient vraiment prendre toute sa place. Il y a un magazine, il y a des recettes, vous remarquerez, il y a la salade César, la meilleure salade César. Pourquoi il a commencé à faire ça il y a 8 ans? Parce que les gens, ils cherchaient pas la salade César, ils cherchaient la meilleure salade César. Je dis pas qu'aujourd'hui, en 2025... J'ai même jamais catché. Ouais, fait qu'en 2025, je te dis pas que ça serait genre le truc ultime, mais ouais, quand il l'a fait, c'est clairement pour ça qu'il l'a fait, puis ça a fonctionné. Mais j'ai une histoire en lien avec Ricardo puis François Lambert, parce que quand on a commencé l'entreprise, on faisait une liste un peu des gens qu'on voudrait travailler, dont t'en faisais partie, Judith. Puis François était là parce que, oui, il est super présent au niveau de ses produits, mais il y a une section de recettes. Puis l'angle qu'on avait trouvé pour l'approcher, c'est de dire, ben François, quand on fait une recherche pour une de tes recettes qui inclut même un de tes produits, c'est le fameux Ricardo qui est là. Ricardo est partout. Fait que c'est de dire, ben je pense qu'il y a des choses techniques que tu peux changer sur ton site web pour justement venir prendre ces positions-là. Puis tu sais, ce matin, on avait un électricien qui vient à la maison puis il dit, moi, je veux vendre mon entreprise bientôt. Puis ce qui a de la valeur, vu que j'ai une entreprise de service, c'est mon téléphone. Je vais vendre mon téléphone parce qu'à chaque fois qu'il sonne, mais c'est la même chose avec son site web. Imagine s'il y avait un site web puis des leads qui rentrent constamment, ben là, il n'y aurait pas juste son téléphone à vendre. Il pourrait vendre son téléphone puis son site web. Malheureusement, là, il est présent nulle part. Tu sais, il n'y a que le téléphone. Et c'est juste pour dire, on pense que tout le monde est là, que tout le monde a un site web, que tout le monde est présent, mais il y en a plein que ça part d'un entrepreneur, tu sais, électricien à des grandes entreprises. Il y a quand même un manque à gagner. Au Québec, on dirait qu'on pense qu'on est correct, mais il y en a encore beaucoup de choses à faire. Fait que, mettons, je suis un avocat, puis j'ai ma propre firme, je suis un courtier immobilier. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine que je m'intéresse à ça? Absolument. Puis d'autant plus avec le GEO, c'est justement l'exemple que je donnais à l'électricien ce matin qui s'applique aux avocats, qui s'applique aux courtiers immobiliers, qui s'applique à n'importe quel métier. Avant, les gens étaient vraiment forts en SEO à se mettre avocat Montréal, avocat en droit familial Montréal. Mais maintenant, là, avec l'avènement de ChatGPT, des moteurs d'intelligence artificielle, les recherches vocales, les gens, ils cherchent plus juste sur un avocat. Ils sont comme, je suis en train de vivre une séparation en ce moment, je veux la garde de mes enfants, quel est le meilleur avocat à Montréal pour que je puisse obtenir la garde? On est rendu ailleurs. On est rendu dans une réflexion puis une intention de recherche qui diffère vraiment de ce qu'on a vu auparavant. Avant, on parlait, là, je veux pas perdre les gens, de mots-clés longue traîne, de mots-clés un peu plus longs. Mais je pense qu'il y a des recherches, je veux pas dire n'importe quoi, qui prouve que les recherches sur ChatGPT, c'est comme du 17 à 27 mots, là, quelque chose comme ça. Fait qu'on est vraiment comme dans une autre ère là, par rapport aux recherches avec le GEO, finalement. Puis est-ce qu'on a les statistiques sur, justement, les gens... Attends, chercher un électricien, je chercherai encore sur Google. Je pense pas que je chercherais sur ChatGPT. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu chercherais sur Google, mais les premiers résultats seraient dans l'intelligence artificielle de Google. Donc, il y aurait un paragraphe en haut qui prendrait de la place avant les résultats organiques. Fait que même si ta compagnie, elle est, mettons, 3/4e sur la première page, puis tu dis, moi, je suis satisfait avec ça, ben est-ce que tu sors dans l'intelligence artificielle de Google ou pas? Pour les mots-clés, pour les recherches de 7 mots-clés et plus, 50% des résultats maintenant de Google ont un AI Overview. Fait que ça veut dire que même si tu investis toute ta vie comme avocat ou comme électricien pour être le premier sur Google, quand tu tapes Avocat Montréal, par exemple, bien, en date d'aujourd'hui, probablement que tu te fais surpasser par d'autres résultats avant toi en intelligence artificielle. Là, je pense qu'on a c'était quand même les quelques bases. Marie, tu t'es présentée rapidement. Francis, toi?
Oui, en fait, je m'appelle Francis. Ça va. En fait, j'ai commencé le SEO quand j'avais 14 ans. C'était comme mon premier gagne-pain, si je peux dire. Là, ma mère se demandait comment ça que je rentrais autant d'argent chez moi, mais je vendais aux entreprises. En fait, je positionnais des sites web déjà sur les mots-clés, puis après, j'approchais les compagnies en disant, quand tu cherches pour ce service-là, c'est moi. Là, les leads, je sais pas quoi faire avec parce que j'en fais pas de ce service-là. Veux-tu acheter ça? Oui, parfait. Puis là, j'ai commencé à faire ça. Fait que ça fait longtemps que je suis cette trame-là de SEO. Aujourd'hui vers le GEO. Fait que je suis passé de mettre des keywords partout dans une fin de page, la même couleur que le site pour pas que ça apparaisse, puis qu'on gagne des positions. Ça, c'est le début du SEO. Aujourd'hui, on verrait plus ça du tout. Fait que ça m'a suivi tout au long de mon parcours. J'ai fait les 10 dernières années en agence. Puis aujourd'hui, je m'occupe vraiment de la portion technique et stratégique de la chose, en fait. Fait que je regarde la compétition, je regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. C'est gros une game de qu'est-ce que mon compétiteur fait, comment je peux le faire mieux, puis comment je peux le dépasser. Puis si on a de la compétition aux États-Unis qui vient pas nécessairement nous prendre des clients ici, mais on sait qu'ils font des bonnes choses, on peut aller s'inspirer. Eux autres, ils ont déjà dépensé d'énormes budgets marketing ou SEO, puis on est capable de venir tirer certaines choses de ces business-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Fait que le côté technique plus le côté stratégique, puis Marie nous aide beaucoup en termes de contenu, là, fait que venir faire la rédaction de chacun des articles là, qu'on a besoin d'avoir ou des pages. OK. Et donc là, on a parlé leçon d'histoire, les débuts, l'expérience, bon. Là, je vous laisse prendre un peu le lead. Comme... Ouais, quelque chose que tu as dit, Judith, que j'aime bien, puis je m'en rends compte là, avec, tu sais, on aide des entrepreneurs, des petites business, des grosses business, puis ce qui revient souvent, là, c'est que les sites, ils ont plus de contenu. On a passé les dernières années à dire à tout le monde, faut less is more, ton site web, faut qu'il soit épuré, qu'il soit beau. Mais là, il faut faire attention parce que les gens, quand ils cherchent avec l'intelligence artificielle, par exemple, on a besoin de donner une réponse. Ils appelleront pas là, la personne aux ventes pour dire « Explique-moi ton service parce que je vais le mettre de l'avant. » Fait que là, on travaille. Et souvent, la première étape qui est difficile avec chacun de nos clients, c'est de dire « Là, je comprends que tu adores. » Puis c'est un peu la même chose avec ton site web. Je dis, c'est de dire « OK, il faut venir détailler chacune des pages avec l'offre. C'est quoi les conférences que tu offres? C'est pourquoi c'est bon pour une organisation de venir chercher cette conférence-là? » Vraiment venir donner du détail. C'est pas d'en dire trop non plus, mais c'est d'être capable d'avoir assez de contenu pour justement qu'on sache c'est qui Judith, c'est quoi le service qu'elle offre. Même chose pour le podcast. Donc ça, c'est un des premiers éléments souvent qui accroche. C'est vraiment le contenu, l'exploser. C'est peut-être pas le bon mot, mais des fois, on a des clients qui ont des pages services. Là, si ça fait 300 mots, c'est beau. Puis on leur dit non, on va te faire un 1500 mots. Puis ils sont comme, je vais faire quoi, 1500 mots? Mais c'est le nerf de la guerre. Des fois, on est capable de ranker des pages super rapidement parce que là, Google comprend qu'est-ce que le client fait. Mais les clients aussi, c'est bien plus facile à comprendre quand ils ont plus de chair autour de l'os. Puis d'ailleurs, une de nos recommandations, ça va être de faire un site web séparé pour le podcast parce que c'est quand même dur pour le moteur de recherche de comprendre sous un même toit, tu as un podcast, tu as une compagnie, tu avec, fait qu'on va vraiment venir scinder ça puis ça va nous aider à venir te positionner sur les différents moteurs de recherche finalement. Parce que moi, justement, donc, je me suis lancée un site web. C'était mon projet créatif du mois de juin. Donc, je fais des conférences depuis plusieurs années déjà. Ça fait 5-6 ans que je suis conférencière. C'est une de mes grandes sources de revenus maintenant. Qui fait en sorte que je peux investir beaucoup de temps dans le balado et que l'un nourrit l'autre. Et pour le balado, moi, j'ai des ambitions de croissance dans le sens que je gère ce balado-là comme une business. Les gens qui travaillent sur ce balado-là, on le gère vraiment comme une business. Donc, on veut croître, on veut parler avec plus de monde, avoir plus d'invités, avoir plus de fun, s'améliorer un peu à chaque jour. Et pour ce faire, justement, tu n'as pas le choix de réinvestir dans ce que tu es en train de faire et d'avoir... Donc, on a cette vision-là qui nous anime. Et justement, pour que les gens nous découvrent, moi, je me dis, OK, mais je fais comment? Les gens, ils googlent dessus. C'est quoi le meilleur balado? C'est quoi le... Puis, oui. Moi, quand je cherchais des idées de balado, quoi écouter au Québec, oui, j'allais sur Google et ChatGPT. Fait que là, voulez-vous qu'on commence un peu justement dans le vif du sujet où est-ce que vous regardez mon site web puis vous expliquez un peu la technique derrière? Absolument.
Oui, puis tu sais, ce que j'aime pour le podcast, c'est je voudrais qu'on le positionne aussi comme une solution pour les gens qui cherchent pas juste un podcast, mais tu sais, nous, on a fait une transition quand même de carrière, puis avant de se lancer dans l'entrepreneuriat à temps plein, bien, on cherchait un peu, puis tu sais, quand on faisait des recherches autant sur Google que ChatGPT, bien, il venait des solutions comme des livres, d'aller dans des groupes de discussion pour essayer de comprendre ce qu'on voulait, mais les podcasts, ça joue aussi un rôle, là, ça joue un rôle comme nous, comme entrepreneurs, on adore écouter les histoires des autres, d'apprendre un peu de ce qu'ils ont vécu. Fait que je pense qu'il faut positionner aussi un peu le podcast comme une solution à certains soit enjeux ou besoins que les gens peuvent avoir. Pas juste je vais écouter un podcast parce que je m'en vais courir, oui, mais aussi parce que je veux peut-être avoir besoin de me ressourcer ou d'aller chercher. Personnel. D'ailleurs, nous, dans notre réorientation de carrière, ça a vraiment joué un grand rôle. Là. Il y a des gens qu'on a entendus sur les podcasts qui ont été marquants, que si on écrit un livre un jour, ils vont en faire partie. Fait que, un podcast, c'est plus que quelque chose que tu te mets dans les oreilles pour aller courir, vraiment. Là. J'adore. Puis ce que j'adore avec vous, à toutes les fois, c'est que vous m'allumez tellement sur des trucs que je pense pas nécessairement, dans le sens que quand on s'est rencontrés, on a parlé de l'audit de Judith Feder. Donc, de l'actif de Judith. Fait que Judith, la conférencière, puis on a commencé un peu à parler du balado, mais dans le sens que vous suggériez, on va séparer ça des deux. Mais justement, on n'a pas parlé des opportunités pour le balado. Fait que là, je sais pas si tu veux aller dans Judith ou le balado. Oui, bien, il faut qu'on regarde plus Judith parce que vu que le balado, on n'a pas de site web, c'est pas évident. On va partir de pas mal de zéro. Par contre, les deux vont se nourrir. Là. Fait autant sur évidemment, le podcast, le fait que c'est toi, Judith, puis tu as une notoriété, ça l'aide énormément. Puis l'inverse est vrai aussi. Donc, on va quand même garder un lien entre les deux entreprises, si on peut nommer ça comme ça, mais ils vont avoir leur propre entité. Fait que comme ça, c'est tellement un travail d'amener un site web à ranker sur ChatGPT ou sur Google que d'en faire monter deux, ça va juste être bon pour la suite. Si demain matin, tu te mets à vendre des t-shirts, ben tu vas avoir 2 sites web avec 2 moteurs. Ben, tu sais, j'imagine que c'est un peu ça aussi quand tu décides de lancer un podcast, ça t'amène du marketing, des leads pour plein d'affaires que tu pourrais décider de faire après. Fait que c'est un peu la même chose en SEO puis en GEO. Puis après, aujourd'hui, on va faire vraiment une recherche de mots-clés plus exhaustive parce que c'est sûr que toi, tu as tes impressions, ce que toi, tu cherches, ce que tu penses que les gens cherchent, mais on a aussi des outils pour voir réellement ce que les gens cherchent. Puis je pense que tu nous avais déjà dit, les gens, tu sais, ce qu'ils cherchent à commanditer des podcasts, ben tu sais, ça pourrait être une avenue. Ça peut être plein de choses que des fois, on pense pas au début. Puis il y a aussi un jeu de lien interne qui est vraiment, vraiment très important dans le SEO, dans le GEO. Puis le fait que tu sois... Lien interne, ça veut dire quoi, ça? Ben ça veut dire que ton site de conférence pointe vers le balado, que le balado repointe vers le site de conférence, que quand tu fais une entrevue avec Georges Karam, ça repointe à son site, qui lui pointe un lien vers ton site. Donc, toute cette qualité de lien référent comme ça va vraiment venir aider. Puis toi, tu as une chance énorme là, qu'on peut exploiter, c'est que tu as une portée médiatique. Google adore la crédibilité, adore l'autorité autour d'un domaine. Tu en as, fait que nous, c'est comme du bonbon. Ça va être de venir lier tout ça ensemble puis de dire, écoute, cette fille-là, elle est crédible, elle existe, puis voici tout son contenu qui, des fois... Oups, non, vas-y, mais j'allais juste dire, des fois, on doit positionner des gens qui n'ont pas ta notoriété, puis ça fonctionne quand même. Fait que toi, en ayant cette notoriété-là, ça nous donne vraiment un coup de pouce là, énorme. Puis, OK, j'ai 3 choses à rajouter là-dessus. Premièrement, je me disais, il faut qu'on invite Flo au party. Fait que mon amie Florence Brouillard, certains d'entre vous ont écouté l'épisode de Personal Branding, c'est un de mes épisodes préférés. Mais justement, tu sais, de comment réfléchir ta campagne de RP. Fait qu'après ça sera comme pas là, on va bâtir les bases, mais plus tard, on va pouvoir ajouter du fun ou ce qu'on va se dire, OK, ben tu sais, peut-être que Judith, elle écrit dans les affaires quelques chroniques parce que c'est une source super crédible. Peut-être que j'ai pas envie d'écrire pour les 30 prochaines années dans les affaires. Peut-être que j'ai envie de faire quelques collaborations, peut-être que j'ai envie d'écrire quelques lettres ouvertes dans la presse, peut-être que j'ai le goût d'inviter, je sais pas, tu sais, tu peux bâtir encore plus cette stratégie-là. Vraiment. Et un des exemples hier, c'est que justement, je cherchais c'était quoi le CPM. Je suis en train de revisiter le kit média avec l'équipe de Studio SF. Puis, je cherchais c'était quoi le CPM, le coût par 1000 impressions, le benchmark au Québec, Canada, blablabla. Après ça, là, j'allais comme en navigateur privé dans ChatGPT, puis sinon, j'ai l'impression qu'il me bourre un petit peu trop. Puis, il me donne trop des chiffres. Lui, il était rendu à 90 000 par épisode. J'étais genre, bon,
On va peut-être se gérer un peu. Fait que là, c'est là où j'ouvre mon navigateur pour en navigation privée, puis je pose la question. Puis là, je disais, je suis un marketeur, j'ai une enveloppe marketing de 500 000 à dépenser. C'est quoi mon split média? Comment je le fais? Puis là, il m'a sorti mon split média, mais il m'a pas inclus la commandite dans le balado. Puis j'étais comme, combien de marketeurs ou combien d'entrepreneurs, tu sais, comme j'ai X nombre de dollars, comment je dépense mon argent? Bien, justement, tu sais, commanditer un balado, ça devient important mais pour l'instant, il n'y a personne qui a bâti. Exact. L'opportunité de marché, des fois, est là parce que personne d'autre le fait, puis c'est ce qu'on dit à nos clients. Tu sais, le SEO, le GEO, c'est souvent de prendre l'opportunité d'être où est-ce que tes compétiteurs n'ont pas été. Puis, tu sais, le contenu en SEO, en GEO, je devrais peut-être pas dire les deux mots à chaque fois, mais c'est pas juste d'écrire du contenu avec l'intelligence artificielle. Ça peut être de venir analyser tout ce que ta compétition fait, qui aurait comme job humaine pris 10 heures avant, que maintenant on peut le faire en un claquement de doigts, puis passer le reste des 9h30 à vraiment faire un contenu qui va battre les autres contenus. Fait que ça, c'est le cas de figure où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de compétition, mais quand personne n'a rien fait, bien, c'est encore plus facile de venir chercher position. De là qu'on dit que le GEO, c'est là, positionnez-vous maintenant, prenez l'opportunité, maintenant, puis après, vous allez être juste plus difficile à dépasser. Ouais, j'ai tellement de choses que je veux dire. Là, vas-y. Je suis tellement excité. Mais non, mais sérieusement, un des affaires, là, parce qu'on va se faire lancer des tomates, c'est sûr. Là, je sais qu'on dit le mot GEO, puis là, il y en a qui disent le GEO, ça n'existe pas. C'est du AIEO, du AISEO. Tout le monde a son terme. Là. Moi, j'aime bien dire, regarde, que ça s'appelle du GEO, ou peu importe comment tu veux le nommer, tu vas être présent. Là. C'est ça l'important. Tu vas être présent sur les outils d'intelligence artificielle. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'autre chose, c'est qu'au niveau du contenu, là, moi, je vois souvent les gens dire, moi, j'en fais du contenu sur mon site web. Ouais, mais tu parles juste de toi, puis c'est correct de parler de toi, c'est une bonne chose, mais il faut pas oublier qu'on essaie de cibler des gens qui cherchent une solution à un événement, une solution à une problématique. Ils cherchent quelque chose. Puis si on parle juste de nous, on n'a pas l'air à être comme en train d'aider quelqu'un. On est plus en train de dire, gars, c'est nous les meilleurs. Un peu comme quand on t'a approché dans notre façon de te proposer, de dire, on pourrait t'aider. C'était oui de travailler avec nous, mais c'était aussi de te dire, gars, on te donne plein d'outils, puis au pire, si tu ne choisis pas, là, pars avec ça, puis dis à ton équipe de faire ça, puis regarde si on avait raison ou pas. Fait que c'est pas de dire, c'est nous les meilleurs, prenez juste nous. C'est plus de essayer de donner de l'information aux clients. Puis je trouve qu'en vente, c'est quelque chose, puis Marie et moi, on a un gros background en vente. C'est quelque chose qui revient souvent. Tu sais, quand tu vas acheter quelque chose, tu veux pas que le vendeur il te dise que c'est juste son produit à lui qui est bon. Si toi, ça te prend vraiment une caravane, puis moi, j'en vends pas, je vais te diriger vers une caravane. C'est un peu la même chose en contenu. Parce que le nerf de la guerre, ça va être le contenu. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va aller. T'en fais beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est parfait. Des fois qu'on approche un client et on dit, nous autres, on a une petite recette magique, là, on le dit aux auditeurs, mais c'est 2 contenus par semaine sur un blog post. Puis pas 2 auto-promos, là. 2 blog posts. Google n'aime pas vraiment l'ego, là. Fait que 2 blog posts pour vraiment aider les visiteurs. Puis les gens, des fois, sont comme, wow, moi, je fais un article par 2 mois. Je pensais que c'était bon. C'est parce qu'il n'y a plus personne qui pense. Tu sais, comme les blogs, moi, je pensais que c'était mort depuis longtemps, là, dans le sens que de développer du contenu sur mes SKU, mettons, dans le temps de Cookit. OK, je suis sûr. Mais de maintenir un blog, on est tellement occupé à créer du contenu sur les médias sociaux qu'après ça, tu vas leur flipper. Genre. Puis nos clients, des fois, ils ont des blogs, mais c'est comme la nomination du nouvel employé. Puis on a été à un épluchette de blé d'Inde en équipe. C'est cool. Vous pouvez garder 20 de ce contenu-là sur votre blog. Ouais. Mais c'est important que 80 de votre blog, ça soit de répondre à des problématiques que vos clients puis vos clients potentiels se posent vraiment. Mon exemple d'avocat, tantôt, écrivez un avocat sur les 5 premières étapes à suivre suite à une séparation. Ou, c'est vraiment ça, là, le nerf de la guerre. Il y a plein de trucs techniques à régler en premier, mais une fois que les bases sont bien établies, oui, le contenu va venir jouer une clé vraiment importante. Ça, admettons, je sais qu'il y a des SEMrush ou des plateformes comme ça étaient assez bonnes pour nous donner justement... mettons, les gens... Bon, mettons, le dernier marché sur lequel j'ai fait vraiment, vraiment beaucoup de recherche de mots-clés, là, c'était funérailles. OK. Fait que, tu sais, funérailles, fait que là, mettons, ils disaient, les mots-clés les plus recherchés, c'est funérailles Montréal, funérailles Longueuil, funérailles Saint-Hubert, puis ainsi de suite. Sur les outils d'intelligence artificielle, c'est vraiment plus, mon père vient de décéder. Exact. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, ça change toute la game. Là, parce qu'avant, on se disait, ça me prend comme des business locations partout au Québec pour être sûr de sortir partout en SEO. Mais en GEO,
C'est... Faut que tu aies des réponses à ces Il faut les questions-là. traiter, ces questions-là. Puis c'est pour ça que les gens, à chaque jour, je vois quelqu'un sur LinkedIn qui dit les gens qui essayent de vendre du GEO sont des charlatans, c'est du SEO déguisé, c'est la même chose. C'est pas la même chose pour exactement la raison que tu viens de nommer. Donc, c'est important d'aller voir c'est quoi ces recherches-là puis d'y répondre. Puis c'est pas vrai que de chercher funérailles, c'est la même chose que mon père vient de décéder. Qu'est-ce que je devrais faire en quelle étape? Là? Ma question par rapport à SEMrush, c'est est-ce qu'il y a l'équivalent d'intelligence artificielle? Oui, on n'est pas encore tout à fait là en termes de les mots en français. Puis ça, c'est une grosse problématique des outils américains. C'est qu'ils se sont rapidement mis à jour par rapport à l'intelligence artificielle, mais beaucoup sur des termes anglais. Ouais. Donc, pour l'instant, il y a encore un travail manuel qui doit être fait, mais de plus en plus, ça va venir vers le français. Mais pour l'instant, il faut quand même faire une étape manuelle. Donc, ça, c'est quand même à prendre en compte. Il y a beaucoup de gens qui vont sur SEMrush et Ahrefs ou d'autres outils, puis ils pensent qu'ils vont trouver la solution là-dessus, mais c'est pas tout à fait à point là, pour le contenu francophone encore. Encore. Donc là, première étape, j'ai un site web. Oui. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Oui, ben nous autres, en fait, les premières affaires qu'on va regarder sur un site web, c'est premièrement la vitesse du site web, surtout en mobile. Parce que les plateformes d'intelligence artificielle et Google vont miser beaucoup sur des sites web qui répondent bien en mobile. Fait qu'il y a un site web qui s'appelle Google PageSpeed que vous pouvez aller. Puis ce site web, cet outil-là de Google va nous permettre de donner une note, en fait, au site web, autant sur mobile que sur desktop. Si on a assez de trafic, on est capable de savoir sur les 30 derniers jours des utilisateurs de Chrome, ils ont vécu, quel genre d'expérience ont vécu sur notre site web. Des fois, on n'a pas assez de trafic, on n'a pas cette possibilité-là. Fait que ça va être une note qui est plus simulée avec un appareil que Google dit, mettons, dans la moyenne. C'est sûr que c'est pas notre dernier iPhone comme, bon, toutes les trois on a. Fait que ça se peut que tu dises, Judith, ben moi, quand je vois sur mon site, c'est ultra rapide. Ouais. Mais moi, j'ai toujours dit, puis ça, c'est depuis longtemps, c'est comme si Google, lui, il trouve que ton site, il est lent, même si toi, tu trouves qu'il est vite, rends-les pour que Google le trouve vite, tu sais. Fait que pendant que tu écris l'URL de Judith, pourquoi c'est important? C'est que, premièrement, pour les humains, on l'a tout vécu. Là, si tu cliques sur un site web puis qu'en 3 secondes, tu as peu de réponses, tout le monde s'en va de là. Ouais. Puis, encore une fois, pour revenir avec les critères de Google, la vitesse d'un site web pour donner ta crédibilité. Puis, tu sais, Google, il veut rendre un site web que la personne elle va consulter, qu'elle va être longtemps dessus, que les gens vont apprécier le contenu. Fait que c'est sûr que s'il n'est pas rapide, tu perds énormément de points. Fait que c'est vraiment une des premières choses à régler là, sur le site. Puis le premier petit hack que je pourrais donner, là, c'est que les gens là, vont sur ce site web-là. Il y a plein de monde qui le connaissent, le Google PageSpeed. Ils vont aller mettre leur site web. L'erreur qu'ils font, c'est que Google est en train de juger ta page d'accueil. Il n'est pas en train de juger ta page de conférence, ta page de soumission, ta page de carrière. Ta recette cookie où les gens allaient au début du funnel. C'est pas là qu'ils regardent. Fait que moi, ce que j'aime bien faire, c'est je regarde les pages importantes. C'est qu'est-ce que je voudrais qu'ils rank autant sur ChatGPT que sur Google. Puis je vais le faire pour chacune de ces... Chaque URL, je vais les passer dans PageSpeed puis je vais m'assurer qu'on est fort partout, pas juste sur la homepage. Fait que là, dans l'exemple que je montre ici, on n'a pas de données pour l'expérience utilisateur. Fait qu'on sait pas des réels utilisateurs ces 30 derniers jours, mais c'est pas grave, on a quand même la note c'est avec un appareil simulé, on est autour de, on est à 79 comme on peut voir en performance, puis il va le donner les devoirs. Fait qu'en fait, ici, il va venir dire, c'est ça, en fait, qui te fait perdre des points dans ton bulletin, c'est ça qu'il faudrait t'aille travailler. C'est une des premières choses qu'on va venir faire, c'est voir est-ce que le site web peut prendre ces changements-là. Des fois, c'est pas possible parce que la technologie du site web, elle a été réfléchie, puis on peut pas la changer, mais habituellement, on est capable de pas mal faire tout le temps ce qu'il faut. En fait, on veut l'amener en haut de 90. En haut de 90, on serait en vert. Ouais, c'est ça, parce que là, 79, je trouve pas ça très bon. C'est pas, 79, c'est correct. Mais... Là, des fois, on voit des 30 puis des 25. Là, fait que, ça peut être vraiment, vraiment pire, mais on voudrait vraiment l'amener à 90 juste pour enlever ce petit point-là de notre tête puis dire, OK, on n'a pas d'enjeu ici. En desktop, ce que je présente, tu es à 99. Fait qu'en desktop, aucun enjeu. On n'a pas besoin de travailler nécessairement ta version desktop, dans le fond, bureau là, du site web. Il donne quand même des pistes d'amélioration, mais on va pas focusser vraiment sur ces points-là. On va vraiment regarder ta version mobile. Peut-être juste dire que le score SEO, faut pas vraiment se fier à ça. Oui, ça aussi, il y a des clients qui disent « Ah, mais en SEO, j'ai pas besoin de vous autres. Je score 92 ou je sors 92 aussi en bureau. »
ben c'est pas tout à fait ça. Les autres vont regarder que quelques critères. L'autre petite chose que j'aime bien faire, c'est important de le faire des fois plusieurs fois le page speed, parce que ça se peut que si Google fait son test pendant qu'on est on vient d'annoncer dans la presse une nouvelle page sur le site, puis il y a plein de trafic, ça se peut qu'il soit plus lent dans cette période-là. Fait qu'il faut pas s'alarmer, là. Si jamais on a 30, ben on peut prendre un moment, regarder le lendemain, essayer de se faire une tête avec 2-3 chiffres, pas juste un chiffre puis dire OK, il est à 79, c'est 79. Ça se peut que ça varie entre que tantôt il soit à 85, que toi tu le fasses en ce moment, il soit à 72. Tu sais, c'est pas un chiffre qui est pile, mais on veut se rendre dans le vert essentiellement. Non, mais c'est ça, en fait, c'est que je me souvenais pourquoi je voulais parler avec des experts de SEO et GEO initialement à la base. C'est que, tu sais, parce que moi, en fait, vous m'avez éduqué sur beaucoup d'opportunités que j'avais même pas pensé. Fait que des opportunités très business. Fait que, tu sais, mettons, basically, je laissais de l'argent sur la table. Ça me prend un investissement là, de terre d'argent, mais je laissais de l'argent sur la table. Puis, mais la raison initiale pourquoi je vous avais que je voulais vous parler, c'était que sur Judith Fedzer, je sors pas dans Google. Ouais. Puis là, je voulais la rechecker, puis la dernière fois que je l'ai checké, c'était il y a comme un mois. Puis c'est pour ça que j'étais comme, là, ça serait bien triste d'avoir mis 80 heures sur moi-même, coder un site web, puis moi-même écrire le SEO, tout le contenu, tout ça, puis de pas sortir. Puis ça, initialement, j'imagine que c'est encore la même chose, puis ça, je les ai pas adressés, mais c'est parce que j'ai pas... Ouais, l'autre, après la vitesse, qui va être vraiment important, c'est le Google Search Console. Fait que c'est un endroit où on peut se connecter dans Google quand on a un site web, dire que c'est nous le owner, puis lui, il va venir nous donner la santé un peu de qu'est-ce qu'on est comme entreprise, comme site web chez Google. Puis il y a de la donnée vraiment intéressante parce que, puis plus tu vas faire de bonnes pratiques, plus il va ouvrir des menus. Fait que c'est comme si on déverrouillait des niveaux dans un jeu vidéo, puis on avait accès à plus d'outils chez Google. Plus on va être gentil avec Google, plus on va avoir de possibilités. Puis il faut pas oublier, il faut le faire pour Bing aussi, parce que là, on va parler beaucoup de Google, de ChatGPT, mais c'est la même chose avec ChatGPT. Oui, on va être présent sur ChatGPT parce que c'est lui qui tend à être le plus utilisé, mais on va être sur Claude aussi, on va être sur Perplexity, on va être sur d'autres outils. Fait qu'il faut pas... tu sais, Bing, longtemps, a été le moteur de recherche derrière certaines recherches sur des outils d'intelligence artificielle. Puis moi, j'ai aucun client dans les 5 dernières années qui m'a parlé qui voulait sortir sur Bing. Hein. Non. Mais là, c'est plus le cas. Parce que moi, Exact. j'étais restée dans la pensée que Bing, si je voulais éduquer, si je voulais sortir, il fallait que je mette du temps sur Bing. Mais ça, non. Mais non, parce que le même travail qu'on est en train de faire, tu as juste besoin d'ouvrir le même admin sur Bing, là, le Search Console de Bing, puis dire que voici mon site web, voici ce que je fais, puis tu vas aller chercher ces résultats-là. Fait que, oui, il y a un moment donné où une stratégie que tu fais, va aider. C'est vrai que le SEO va aider aussi en GEO, va aider aussi sur, tu sais, le SEO sur Google va aider le SEO sur Bing d'une certaine façon, mais c'est important de garder ces anglements-là des fois où on pense pas qu'ils pourraient donner des résultats. Fait que Search Console, tout le monde qui entend qu'il y a un site web et qui a pas entendu, il sait pas c'est quoi Google Search Console, c'est vraiment important d'y aller. On se connecte là-dessus, on dit que c'est notre site web, il va nous demander de vérifier notre ownership, donc il va nous demander de mettre quelque chose dans notre site web pour prouver que dans le fond, c'est nous qui avons les clés. Puis à partir de là, on va avoir un paquet de données intéressantes. Juste vous donner un exemple, on a un nouveau client qui a commencé à collaborer avec nous, ça fait 2 mois qu'il perd son trafic, il est parti de 15 000 impressions, il y en a 200 en ce moment. Il n'y a personne qui a vérifié la Search Console pour dire « Wow, ça marche pas ». Puis plus longtemps t'attends, plus longtemps c'est difficile de revenir rattraper ce trafic-là. Là, aujourd'hui, on est là, parfait, on est en train de travailler à remonter la pente, mais c'est juste pour dire à quel point, comme la Search Console, c'est un peu comme ton tableau de bord de ton portefeuille d'investissement. Tu veux quand même des fois aller le voir ou recevoir une alerte, du moins, si jamais ça va vraiment T'as mal. perdu 80% de ton portefeuille. Pour peut-être prendre action là-dessus, tu sais. Fait que la Search Console, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Il y a aussi les titres là, à chaîne, ce qu'on remarque. Puis si je veux donner une image aux auditeurs, un site web, c'est vraiment comme un livre. Dans un livre, tu as un titre principal, tu as des chapitres. Dans les chapitres, tu as des sous-chapitres. Ce qui est énormément fait dans le milieu par les gens à l'interne d'une compagnie, par les agences, c'est que ces genres de titres-là vont être utilisés comme du style. Un H1, c'est plus gros. Un H2, c'est un peu moins gros. Un H3, c'est un peu moins gros. Fait que là, on se retrouve dans des sites web où est-ce qu'on a
titre de chapitre avant le titre principal avec 3 titres principaux qui revient avec 2 sous-titres. C'est vraiment mélangeant. Mais je suis tellement pour Google coupable de pour ça, là. Ben, en plus, parce C'est que... pas sans pire. Mais en fait, tu as la bonne, parce qu'il faut une bonne ordre. Fait que comme Marie, elle a dit, tu sais, ton titre peut pas arriver après ton chapitre. Fait que, par exemple, ce que je présente à l'écran, ben, ton H1, c'est ton nom. Bon, ça va jusque-là. Après, tu es suivi d'H2 puis de H3. Donc, t'as pas mis ton chapitre avant ton titre. Ça fait du sens. Par contre, ce que je remarque, c'est que, exemple, ton premier chapitre, c'est The Collection. Ton deuxième chapitre, ça serait Valencia. Probablement quelque chose c'est qui les venait noms avec... du template. Exact, quelque chose qui venait avec le template que toi, t'as caché. On le voit pas à l'œil nu. Mettons, quand je vais sur le site, je vois pas ces mots-là, mais en arrière-plan, c'est resté là. Puis ce qu'il faut se dire, c'est que ChatGPT, quand il vient sur notre site web, lui, il a pas le temps là, de nous appeler pour dire hey, c'est quoi ça, ce mot-là. Fait que lui, il prend que ton premier chapitre, si on veut, de ton livre web, c'est The Collection. C'est The Collection. Puis ça arrive dans 98% des sites web qu'on consulte. Pas nécessairement un truc de template, mais que Google, pour lui, c'est vraiment difficile de savoir de quoi ton livre parle finalement. 100%. Ce qu'on se fait dire aussi souvent, c'est que mon titre, c'est juste une question. Le H1 il est plus gros Et ça, comment on fait pour voir H2. ces titres sur Internet? Ouais, ben moi, comme right-click, puis c'est une extension Chrome, ça s'appelle HN Inspector, si je me trompe pas. Ouais, c'est gratuit. Puis c'est gratuit. Mettez ça sur votre site web. Vous allez pouvoir aller consulter tous les sites web là, que vous voulez, pas juste le vôtre. Puis voir la logique là, des HN qu'on appelle sur toutes les pages, parce que là, on vient de consulter ta page d'accueil, mais ça prend... Cette structure-là est présente sur absolument toutes les pages d'un site web. Ouais, un autre exemple, mettons sur la page conférence, le J ici, qui est un élément de design, il est... On l'a déclaré comme un H1. Fait que c'est comme si dans cette page-là, on avait 2 titres de livres. Un qui est Crayon du vrai, puis plus tard, on a un autre titre qui est juste J. Fait que tu sais, c'est le genre de choses qu'on va vouloir à venir nettoyer puis s'assurer qu'on a vraiment une hiérarchie qui fait du sens. Fait que petit plugin, on l'installe sur votre Chrome, puis après ça, sur chacun des sites que vous naviguez ou votre compétiteur pour voir si lui, il fait mieux, ben vous regardez, puis si lui, il explique mieux son livre que vous, ben ça vous donne une inspiration de dire, est-ce que mon H1, même sur ma page d'accueil, est-ce que de dire que c'est mon nom, c'est vraiment le premier élément que je voudrais donner, ou je voudrais plutôt parler de mon service que j'offre ou de... Fait que tu sais, des fois, ça peut amener à dire, ça se peut que le H1, c'est le mot le plus gros qu'on a sur on a un gros mot en première page, mais notre H1 va être quelque chose qui parle vraiment de notre service, là, par exemple. Ouais, toi, tu voudrais peut-être que ça soit Crayon du vrai ensemble, là, par exemple, ou peu importe ce que tu déciderais, conférencière. Ouais, conférence, vraiment venir essayer de venir chercher ce qu'on veut vraiment mettre de l'avant. L'autre chose qui va être vraiment important, c'est tout ce qui est titre puis métadescription. Là, on a entendu parler longtemps. Bon, tout le monde sait que ça prend un titre puis une métadescription sur la page, mais même chose, on veut l'optimiser pour... C'est un peu comme notre carte de visite, là, quand quelqu'un va venir faire une recherche, c'est souvent la première information qui va être affichée. Donc, on veut s'assurer que ce soit invitant pour les gens de venir. Fait qu'on vient pas se décrire ou décrire notre page nécessairement. On veut dire, regarde, j'ai la solution pour ton enjeu, j'ai ça, viens voir mon projet. Fait que ça, c'est une autre des choses qu'on va souvent rapidement vérifier sur un site web. Des fois, des très, très gros sites web, on sort la liste complète des métadescriptions, des métatitres, puis c'est manquant, là. C'est un peu, encore une fois, comme dire qu'on a un livre à la bibliothèque, mais on n'a pas mis la petite étiquette pour que les gens puissent venir le chercher là, pour savoir il est où exactement dans la bibliothèque. Fait que c'est, encore une fois, super important de respecter le nombre de caractères, de s'assurer que les mots-clés qu'on veut référencer sont dans le métatitre, sont dans les métadescriptions. Fait que des fois, tu sais, je dis le SEO, c'est une recette, là, c'est simple, mais à la fois compliqué. Tu sais, une fois que tu la maîtrises, il faut que tu le fasses comme il faut, mais il y a quand même des choses de base qu'on peut venir faire par soi-même sans engager des experts comme nous, par exemple. Une des choses qu'on va faire pour t'aider, en fait, on va sortir sur l'intelligence artificielle en faisant, comme disait Marie au début de l'entretien, exploser tes pages conférences. Fait que là, on voit que tu as conférence signature, animation de panel, puis les ateliers format immersif. Fait que moi, dans mes premiers ateliers avec toi, une de mes premières questions que je vais avoir, c'est j'ai besoin de plus de data autour de ces 3 types de façons qu'on peut t'embaucher. Puis on va venir les exploiter comme des pages à proprement parler. Fait qu'on va faire une page sur l'animation de panel. On va dire ce que tu peux faire, avec qui tu l'as déjà fait, pourquoi il y a un bénéfice, mettons, pour les gens, des témoignages. Parce que
mettons là, que je fais une recherche sur l'intelligence artificielle, il faut que l'intelligence artificielle va naviguer mon site web, va aller sur la page conférence, puis là, lui, il doit comprendre que tu offres différents types de conférences. Puis là, il y en a-tu une qui est vraiment adaptée? Tu sais, si tu as une industrie, mettons que tu dis, hey, moi, je donne des conférences dans l'industrie X, dans cette industrie-là, puis ça fonctionne SaaS, mettons. vraiment bien. Quand je vois dans les entreprises SaaS, ça marche vraiment bien. Bien, faisons un endroit où on parle juste à ces entreprises-là. Parce que, comme tu as dit tantôt, le ChatGPT, Google, il sait que tu es connecté, il sait t'es qui. Quand tu fais une recherche, là, il va pas te présenter n'importe qui. Si toutes tes recherches, il sait que tu travailles dans une entreprise SaaS, quand tu vas venir pour faire une recherche, il y a de fortes chances qu'il propose quelqu'un qui fit avec tes qui actuellement sur l'ordinateur. Fait que de venir faire, exemple, des pages par industrie, si on est capable de cibler des endroits où tu te dis, ouais, moi, je suis vraiment bonne, forte là-dedans, ben on va venir te positionner comme la référence, la meilleure personne pour cette industrie-là. Comme ça, quand quelqu'un va faire une recherche, exemple, avec ChatGPT, c'est toi qui vas être proposé. Même si on a eu une cliente à un moment donné, qui était proposée à côté de Michelle Obama. C'est pas comparable. Puis Daniel Henkel. Puis Daniel Henkel, mais c'est que c'est la façon que tu te positionnes. Si tu aides vraiment la personne à résoudre le même besoin, ben pourquoi pas, tu sais. Oui, il pourrait appeler Daniel Henkel, mais il pourrait appeler aussi une autre personne, tu sais. Ça, je pense que ça va être vraiment important de venir mettre plus de contenu de qualité qui répond vraiment à ce que les gens recherchent, puis où tu peux exploiter ta force de dire, moi, je suis vraiment... excellente dans ce domaine-là. Puis aussi, tu sais, c'est une danse entre, comme je disais tantôt, parler à l'utilisateur, parler à Google. Tu sais, peut-être que la manière que tu te présentes en ce moment, ça va être de tweaker 2-3 mots qui va faire en sorte que ça va être plus facile pour tout le monde de comprendre exactement ce que tu fais, en plus de tout le reste du contenu qu'on va venir greffer à ça. Mais des fois, c'est ça, c'est des petits tweaks assez simples qu'une fois qu'on le sait puis qu'on les met en pratique, ben c'est pas super long de ranker, là. Puis, tiens, mettons, juste pour mettre les auditeurs en contexte, moi, tout ce site web-là, je l'ai développé sur une plateforme qui s'appelle Showit, que j'ai adoré, qui a été super user-friendly. C'est à peu près le site web que vous voyez, ça a pris à peu près en tout et partout 80 heures. Là, écrire le contenu, bâtir la structure. Mais tous mes prompts que j'ai utilisés pour bâtir le contenu, pour fine-tuner les textes, etc., je disais tout le temps de réfléchir SEO-driven. Ouais. Fait que c'est pas comme si... Tu sais, attends... j'avais quand même une certaine expertise. J'ai quand même piloté une compagnie de e-commerce pendant 12 ans. Là, fait que, je partais pas de nulle part, mais même à ça, fait que c'est ça qui me fascine, comme, où est-ce que je suis comme, je pensais vraiment que, pas que j'allais être un subject matter, comme, je savais que j'étais pas une experte, mais je pensais que je me débrouillais quand même assez bien pour être capable de donner. Fait que quelqu'un qui commence de base, from scratch, qui se lance son premier site, que ce soit e-com, pas e-com, j'imagine, comme, OK. Ouais. Tu sais, t'es conseillère en ressources humaines, t'étais tannée de travailler pour quelqu'un, tu décides de te lancer à ton compte. C'est quand même quelque chose, là. T'as beau te mettre dans la peau de tes utilisateurs, tu sais les défis de ton monde. Il reste que, tu sais, c'est un job en soi, là. Puis c'est pour ça que je disais au début, il faut pas que les gens se jugent si jamais ils n'ont pas tout de bon. C'est bien correct, là. Je veux dire, ça en fait beaucoup de bouchées à avaler. Fait que c'est pour ça que des gens comme nous, on est là. Puis justement, on parlait que pour vous, il y avait quand même une opportunité où c'était comme le fun. Parce que, tu sais, moi, j'ai pas d'ego dans ça. Là, dans le sens que j'ai fait 180 heures sur le bord d'une table. Tu sais, j'ai pas une équipe qui a travaillé dessus. Parce que là, vous allez venir challenger. Genre, mais pour certains de vos clients, ça l'est. Ouais. Parce que là, si tu fais un audit, puis t'es comme, ben là, tout ça, hop là, t'es comme, t'avais une équipe d'experts, c'est un peu fâchant. Puis aussi, dans le sens que quand vous signez un contrat, mettons, avec un client, ben vous prenez une compagnie par industrie. Ouais. Exact. Parce que les clés que vous donnez à cette personne-là, ben vous pouvez pas répliquer ça chez son compétiteur. Donc, de faire ce business case-là avec quelqu'un d'autre, ben ça devient super difficile. Fait que c'est pour ça que les auditeurs, vous avez du contenu exclusif behind the scenes. Non, mais je pense que c'est important. Je comprends pas comment tu pourrais embaucher une compagnie qui le fait, mettons, pour 3 de tes compétiteurs. Tu sais, ça a comme pas de sens. Puis je veux dire, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. J'ai donné une conférence dans un groupe de directeurs marketing. Puis je me suis dit, à milieu de la conférence, je vais dire, donnez-moi un site, je l'analyse live comme on fait un peu en ce moment. Puis je me suis dit, ça va être malade. Tu sais. Puis là, j'arrive au milieu de la conférence, je dis, OK, qui veut me donner son site web? Personne. Personne n'était prêt. Puis, c'est ce qu'on pensait. C'est gratuit, prends-le, puis au pire, prends tout ce que je vais te dire. Dans les auditeurs, s'il y en a qu'on...
Ben non, mais c'est vrai. Puis là, à un moment donné, quelqu'un a levé la main, a donné son site web. Puis tu sais, c'est correct. Moi, j'aime ça là, qu'on me challenge, puis qu'on me challenge aussi comme entrepreneur. Puis quand on t'a parlé, puis tu nous as dit, avez-vous pensé à ça? Allez-vous être capable de faire ça avec votre business? Ben nous, ça nous fait réfléchir comme entrepreneur. Même si le matin, on se lève puis on dit, hey, on est vraiment bon dans ce qu'on fait. Ouais, parfait. Mais après ça, quelqu'un d'autre peut nous aiguiller. Dernier truc que je voudrais montrer, parce que je sais que le temps file. Il me reste 8 minutes. Quelque chose de vraiment important qui est plus technique, mais que c'est important là, vraiment, surtout pour sortir sur l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le schéma. Le schéma, c'est un langage machine, si je pourrais rendre ça facile. C'est comme si c'était une nouvelle langue entre le site web puis les outils d'intelligence artificielle, mais Google aussi. Fait qu'au lieu d'aller sur le site web puis d'essayer d'interpréter c'est qui Judith, c'est quoi ses services, qu'est-ce qu'elle fait, c'est comme si on venait remplir, là, pour donner une image, un Excel de c'est quoi ton nom, c'est quoi que tu fais dans la vie, ça fait combien de temps que tu fais ça, t'as travaillé où avant. Un CV de ton site web, de chacune des pages, puis on venait donner ça en code, si on veut, aux outils d'intelligence artificielle, puis à Google. Puis il va interpréter beaucoup mieux le site web. Puis juste avec ça, on voit des résultats. Là, on peut dépasser des compagnies qui sont bien établies, qui ont des équipes, des gros budgets, juste parce qu'ils passent à côté de cette opportunité-là. On va pas voir ça aux États-Unis, mais au Québec, c'est quelque chose qu'on fait pas. Puis c'est un autre module qu'on peut installer qui s'appelle, moi j'utilise celui-là qui est un schéma, un visualisateur de schéma. Là, on peut voir, il n'y en a pas actuellement sur le site. Dans 6 semaines, même dans une semaine, il va en avoir un sur le site de Judith, mais quand j'en monte un qui est complet, là, on va voir quelque chose qui est beaucoup plus éclaté. C'est comme une grosse toile d'araignée avec plein d'infos autour de Judith. Moi, tu m'en avais montré un. Ben, peut-être qu'on peut aller sur SiteGrow juste pour montrer le nôtre, là, à quoi ça ressemble. Ouais. Fait qu'en fait, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, si j'essaie de dézoomer un peu pour les gens de voir, où je le rouvre ici, c'est en fait, on va venir parler de c'est qui SiteGrow, c'est qui ses employés, c'est qui les founders, c'est quoi le service qu'ils offrent, ils ont-tu des bureaux à Montréal, ils ont-tu des bureaux à Québec. On va vraiment venir mettre un maximum de détails, mais vraiment mots-clés, là, pas des textes puis des paragraphes. Moi, juste expliquer qui on est. Fait que quand les outils vont venir sur notre site web, quand on a ça, ben ils prennent ça en premier comme OK, ça, c'est ce business-là, je la comprends mieux. Puis là, ça va donner un gros edge, surtout pour l'intelligence artificielle. Puis ça, là, je vois pas de site web l'utiliser. Allez voir les grosses compagnies que vous utilisez d'applications, peu importe, aux États-Unis, ils ont tous ce qu'on appelle ce schéma-là. Là. Puis chaque schéma va être différent pour les pages selon qu'est-ce qu'on veut voir. Fait qu'exemple, une page contact, on va avoir un schéma qu'on appelle le type contact, tandis que pour une page, exemple de service, on va avoir un schéma qui s'appelle le type service. Fait qu'il y a différents schémas qui s'appliquent. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important de mettre en place. Puis si je dirais à un client, as-tu un petit budget à investir, mettons, dans le marketing numérique ou dans le SEO, le GEO, je dirais, mais là-dessus, juste ça va te donner un edge parce qu'il n'y a aucun de tes compétiteurs, je suis certain qu'il l'a pas fait. Toi-même? Oui, tu peux le faire. Avec l'intelligence artificielle, tu peux en faire une bonne partie de toi-même. Il va te poser des questions. Fait que tu lui dis, je veux le meilleur schéma pour le GEO et le SEO, pose-moi les questions qu'il faut. Tu interagis avec, puis il va finir par te donner une résultante. Tombez pas dans les plugins, là. Il y a un plugin qui le fait. Ouais. Des fois, je vois WordPress, il y a des clients qui sont sur WordPress, c'est comme, mais moi, j'ai coché la fonctionnalité pour dire qu'il y avait un schéma. Oui, mais il n'y a personne de mieux que vous pour détailler la business que vous avez que un outil qui va essayer de comprendre encore qui vous êtes. Souvent, on va voir dans ce temps-là, des schémas sont déconnectés. Là, il y a 3 petits points de chaque barre qui ne sont pas connectés ensemble. Si votre schéma n'est pas tout dans la même toile d'araignée, déjà, c'est un signal d'alarme. On veut voir comme on voit à l'écran en ce moment-là, c'est-à-dire tout qui est interconnecté ensemble. Exact. Donc ça va être important. Je pense que le schéma, c'est quelque chose, les gens peuvent le faire eux-mêmes avec ChatGPT. Même d'en avoir un qui serait pas parfait va déjà être mieux parce que le compétiteur, il y en a juste pas. Fait qu'au moins d'en avoir un, ça va être un gros plus. Nous, on en fait des quand même compliqués parce que on veut pas juste gagner les positions. On veut pas qu'on travaille avec toi puis que ça fonctionne puis qu'après ça fonctionne plus parce que quelqu'un d'autre. Fait qu'on veut te laisser on top pour que la compétition, si jamais elle veut te rattraper, ben c'est pas avec ce feature-là qu'ils vont te rattraper parce qu'on le fait déjà du mieux que ça pouvait se faire. Mais c'est ça. C'est quelque chose qui est important à mettre en place. Admettons, dans l'exemple qu'on discutait tantôt, le balado, la pub, tu sais, que pour l'instant, sur ChatGPT, il ne suggère pas d'investir ton split média dans la pub sur le balado. Quand tu viens comment tu l'éduques pour dire, hey, en passant, welcome to
2025. Puis maintenant, les médias, c'est pas juste les médias trad, la radio, la télé, les journaux. Il y a comme les podcasts aussi. Peut-être que tu pourrais suggérer. Comment tu fais pour l'éduquer là-dessus? Ouais, bien, on va venir créer du contenu autour de ça. Fait qu'on va vraiment venir chercher la réponse, mettons, que tu aurais voulu avoir, ou la question que tu as posée. Puis on va venir faire la rédaction d'un contenu qui va expliquer que le podcast, par exemple, c'est un bon biais pour aider un budget, mettons, dans ce que tu peux dépenser. Ben, il faut penser à ça aussi. Fait qu'on va venir le positionner comme ça. Mais avec un article ou une pièce de contenu, tu vas être capable d'éduquer ChatGPT sur une catégorie au grand complet? Oui, en fait, on va faire des grappes de contenu. Fait que selon si c'est difficile de pénétrer, mettons, cette recherche-là, on va devoir faire plus qu'un contenu. Mais ça peut être une page aussi. Exact. C'est pas nécessairement juste un contenu. Si toi, c'est important à ce point-là, ça se peut dans nos conversations qu'on décide qu'il va y avoir une page là-dessus sur le site de Judith Fadur. Oui, il y en a une. Voilà, donc ça va être ça, plus, oui, du contenu qu'on va venir faire une stratégie en grappe, ou est-ce que quand on veut vraiment apparaître sur un mot-clé, bien, on va avoir comme un contenu dans le milieu, puis après ça, on va venir greffer des sujets d'articles de blog qui vont parler du même sujet sans répéter exactement les mêmes mots pour venir dominer cette portion-là. Comme, admettons, je donnerais un exemple, un avocat, ben justement, s'il est avocat en droit familial, ben il pourrait parler de la médiation, il pourrait avoir des articles qui parlent de séparation, il pourrait avoir des articles de les autres experts à consulter en cas de séparation. Puis éventuellement, ce qu'on veut, c'est oui, sortir pour chacun de ces mots-clés-là qui sont un petit peu plus nichés, mais éventuellement venir gagner la position principale qui est le mot-clé de notre grappe dans le milieu. Ouais. If it makes sense. Fait ouais. Que, ouais. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a au menu sur les prochaines semaines? Ouais, prochaine étape, c'est vraiment une rencontre ensemble où on va être capable de... Nous autres, on va établir des sources où on pense qu'il y a des opportunités de faire sortir le site web. Ça va être mélangé avec toi, ta vision de l'entreprise, où tu t'en vas, où tu veux te positionner. On va se faire une tête là-dessus, puis après ça, on va te sortir c'est qui est là actuellement, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser ces gens-là. Ça va être beaucoup une question de surtout sur le site de Judith, mais le podcast aussi, parce qu'on n'en a pas de site web, mais ça va être de venir penser à une nouvelle arborescence, plus de contenu, essayer d'aller voir ce que les gens se posent vraiment comme question. Fait qu'on va faire cette recherche-là avant de mettre la main à la pâte vraiment dans le technique. Dans le cas du site de podcast, ben lui, on va le créer. Fait qu'on va partir de zéro. Puis là, je sais, là, tout le monde à la maison veut le plus beau site web. On va faire un beau site web, ça c'est certain, qui va être à ton image, mais on va surtout faire un site web qui amène des résultats. Puis ça va être un des éléments qui va être au cœur là, de notre stratégie. Puis avant tout ça, ben c'est tout ce qu'on vient de nommer. Là. On va faire des schémas, on va s'assurer que ton livre il est bien nommé dans toutes les pages de ton site web. Si jamais il y a des pages qui sont pas indexées, les faire indexer dans le Google Search Console. Donc, on va vraiment, c'est une analogie vraiment galvaudée, là, mais mettre les bases de la maison puis les fondations pour pouvoir bâtir dessus ensuite. Fait qu'une fois que toute la technique est réglée, que ton site va assez vite, que tu as 90 et plus dans tes notes de PageSpeed, bien là, on y va avec le contenu, puis on court avec le flambeau, puis on te positionne pour que tu apparaisses dans les recherches autant intelligence artificielle que dans Google. Fait que c'est quoi les résultats auxquels on pourrait s'attendre? Ouais, nous, on vise souvent, tout dépendant évidemment des recherches puis des mots-clés, mais on essaie de viser là, un top 4, top 3 sur la majorité des mots. Pourquoi? Ben parce que c'est ça qui va nous aider à sortir dans l'intelligence artificielle. Fait que souvent, on va se baser sur Google qui va nous donner un résultat plus tangible, rapide, parce que sur ChatGPT, il faut ratisser quand même large sur ce que les gens pourraient se poser comme question autour d'un sujet, tandis que des outils, comme tu disais, SEMrush va nous donner beaucoup de devoirs rapidement sur des mots-clés. Donc, on va se servir de ça. On va vouloir te positionner dans le top 3 de la majorité des mots-clés, puis te faire sortir dans ce qu'on appelle les SERP features. Fait que quand quelqu'un se pose une question sur Google, ben que ça soit toi qui soit proposé, ou que si quelqu'un, exemple, écrit conférencière ou conférencière en entreprise, il y a souvent une série de questions là, qu'on voit, tu sais, qu'on peut ouvrir là, un espèce de petit tiroir, ouais. Ben on va te faire sortir là-dessus, ce qui va aider la notoriété du site web, parce que toi, tu vas continuer à faire ce que tu fais dans la vie, tu travailles ta notoriété à toi, nous, on va t'aider avec la notoriété du site web. Fait que c'est comme c'est un vase communicant, là, en fait, on va arriver au même objectif. Ça se peut qu'on donne des petits devoirs aussi à toi puis ton équipe de dire, OK, ben sur un certain post, mettons sur LinkedIn ou sur Facebook, aller mettre un lien vers cette page-là, parce qu'on a besoin d'aller chercher un lien supplémentaire. Fait que ça c'est des choses qui vont aider. Comme tantôt, tu disais, faut-tu que j'aille faire un article dans la presse? Ben ça se peut qu'à un moment donné, si c'est très, très contingenté, ça se peut qu'on dise, ouais, là, il faudrait peut-être... faut travailler quelque chose pour aller
débloquer ce mot-clé-là ou cette recherche-là. Donc c'est pour ça que je dis aussi, c'est un travail qui se vaut dans le temps. Oui, on va avoir de super beaux résultats dans 6-8 semaines, mais il faut se garder à l'œil la compétition. Les autres vont voir ça aussi. Là, en plus, on est publiquement... La majorité de nos clients veulent pas là, qu'on cite ou qu'on fasse de case study sur « Hey, nous, on travaille avec ce client-là », ce qui nous aide pas des fois, parce que les gens sont comme « Avez-vous des clients? » Oui, on en a, c'est juste qu'ils veulent pas qu'on les Des nomme, fois, on a des clients... Fait que là, les conférenciers et les animateurs de balado, vous n'avez pas le droit d'écouter ça. Mais oui, on a des fois des clients qui rankent, là, les gens vont dire qu'on exagère parce que c'est souvent 3 à 6 mois qu'on dit dans le SEO pour apparaître, mais comme une semaine après avoir fait leur article et dans l'intelligence artificielle et dans les résultats Google et dans les résultats People Also Ask, parce qu'on fait tellement un travail en amont d'analyse que, comme je dis, on fait tout pour exactement battre la compétition. Il n'y a rien qui est laissé au hasard puis à notre gut feeling. On est comme... Ta compétition, elle est là, elle dit ça. Si on veut la dépasser, ben il faut parler de tel sujet. Puis souvent, encore une fois, c'est pas une garantie, là, c'est comme en bourse, le passé n'est pas garant de l'avenir, mais souvent, oui, on va réussir à avoir des résultats assez rapidement. Fait que je pense que 6 à 8 semaines, encore une fois, on va se faire garocher des tomates par le monde du SEO puis du GEO. Mais je pense qu'on a vraiment analysé déjà la compétition. Puis comme il n'y a pas beaucoup de gens qui font les bonnes choses en ce moment, c'est vraiment réaliste. Moi, je suis très excitée de tout ça. Puis, tu sais, on se parlait hier soir, parce qu'en fait, on a décidé de tourner hier soir à 9h à peu près, mais on se parlait hier soir. Puis moi, ce que je vous disais, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, je voyais tout ce qui est... Tu sais, cette nouvelle ère-là là, de technologie, un peu comme l'Eldorado de, tu sais, si t'étais les premiers à te lancer sur Instagram à l'époque ou le premier à te lancer sur Facebook, t'avais le temps de bâtir une audience puis t'avais un avantage concurrentiel. Fait que moi, l'entrepreneur en moi, elle a très hâte que justement on bâtisse ça, mais juste de vous écouter parler, tu sais, ça l'ouvre les opportunités de business. Mais juste depuis hier qu'on s'est parlé, puis là, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. C'est un secret. Ça, c'est un secret. Mais je vais pas partager toute ma vie. Mais il y a comme un projet que j'ai super le goût de vous parler parce que justement, hier, j'ai pris le temps de m'asseoir après notre appel, puis je me suis dit, c'est quoi les business, les services, c'est quoi les verticales qui pourraient comme le plus exploser si elles réussissent bien à se positionner sur l'intelligence artificielle? C'était pas excellent, les résultats qu'ils me donnaient, mais ça l'ouvrait quand même des boîtes de comme réflexion. Ouais. Parce que j'avais comme le goût de ployer d'autres affaires. Donc là, on lance ça à partir de maintenant. Ouais. Et on va faire, si vous voulez avoir des updates à toutes les semaines, vous pouvez aller follower les pages. On va faire ça où? Sur SiteGrow, sur LinkedIn, sur... On sait pas. On sait pas. On va vous garder au courant. Non, mais allez sur LinkedIn, allez ajouter Francis et Marie. Vos noms de famille? Paquette. La Coursière. La Coursière. SiteGrow. Et vous allez pouvoir suivre cette aventure-là à chaque semaine. On va essayer de vous donner le plus de contenu éducatif, montrer le plus de résultats. Parce que justement, comme on l'a dit tantôt, il y a des belles opportunités d'affaires qui existent là. Ouais. On est en retard au Québec. Je suis flabbergastée depuis la dernière année, disant que dans certains cercles professionnels, quand je parle de ces opportunités-là, c'est comme si les gens n'avaient pas catch encore. Puis je suis comme, mais qu'est-ce... Comme dans le sens que... Really? Donc, pour les jeunes qui ont du grit, qui ont du guts, les jeunes entrepreneurs, vous avez des opportunités parce qu'il y a beaucoup de monde qui snooze. Et si vous voulez apprendre à chaque semaine, ben suivez-nous dans cette aventure-là. Oui, you snooze, you lose, qu'ils disent. Puis si on inverse les rôles, c'est quoi tes attentes, toi, Judith, dans cette aventure-là? Moi, j'ai dans des grandes attentes. Je vais être honnête, là. C'est pour ça que je suis très contente qu'on ait tout ça on cam parce que j'y crois beaucoup. En fait, moi, initialement, mes attentes, quand je vous ai contacté la première fois, c'était juste que quand on Google Judith Feder, ça soit mon site web, que je venais de mettre 80 heures dedans qui sortaient. Et là... j'ai comme l'impression que ça va être plus payant pour le podcast que pour Judith Feder. On va quand même faire les deux. Je veux pas dire... oui, on va faire les deux, mais il y a comme un feeling de moi qui me dit que... Parce que, mettons, Judith Feder n'est pas scalable. Le podcast, lui, est scalable.
Dans le sens que tu mets un peu d'engrais dessus, puis genre, tu fais exploser les trucs. Je disais, tu peux juste faire, mettons, 1 ou 2 conférences par semaine. Le podcast, lui, il peut exploser partout dans la francophonie. Ouais. Il y a des belles opportunités d'affaires, de faire connaître ce balado-là. Fait que c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que il y a des plus grandes opportunités pour le balado. Mais j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Ouais, ben d'aller te chercher des conférences supplémentaires, là, Ouais. des bookings, tu sais, je pense que ça va être important. Il y a du webinaire, tu sais, du virtuel qui peut se faire aussi, donc tu sais, ça va être permanent. tellement avec l'autre Ouais, aussi, vraiment. là, tu sais, des gens qui te découvrent, il y en a peut-être au Québec, malheureusement, qui ne te connaissent pas encore. Fait que n'importe quoi, justement, en vase communicant qu'on peut faire, ça aide à toujours les deux. Très cool. Ben merci. Yes, merci, Tout ça Judith. est très, très excitant. Donc, ben, on se revoit la semaine prochaine sur vos plateformes. Merci tout le monde. Merci. Bonne semaine.